Bon, mais écoute, merci infiniment Lamine. Donc, j'ai essayé de demander donc un petit peu à tous les intervenants, je ne sais pas si vous aviez non, de demander un petit peu au groupe de présenter chacun une facette qui n'est pas forcément leur spécialité, puisque chaque groupe, chaque établissement développe un peu toutes ces activités. Et j'avais en particulier demandé à Myriam Combe, que tout le monde connaît, chirurgien vasculaire et directeur médical du groupe Elsan, de nous présenter la recherche clinique au sein de l'hospitalisation privée. Merci. Alors, comme tu l'as dit, je dois vous quitter parce que je vais être beaucoup moins conventionnel à cause de ces cons d'écolos. Ils ont réduit les vols pour redescendre dans le sud et c'est ou à 16h30 ou c'est à 21h. Donc voilà. Comme vous savez que tout est enregistré, disponible, et disponible sur YouTube. C'est pas grave, je ne fais pas de la politique. Il y a personne qui nous écoute. Non, mais je ne fais pas de la politique, je fais essayer de gagner, donc je peux dire ce que je veux des partis politiques. Merci. Merci Lamine. Mesdames et messieurs. Merci. Madame Combe, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Alors pour moi, c'est une vraie fierté d'être avec vous, puisque moi je suis un pur produit de l'assistance publique. J'étais interne de Paris, chef à Paris. Et du reste, je voudrais remercier 3 personnes. Monsieur Max Brunner, qui était professeur de chirurgie pédiatrique à Trousseau et qui est malheureusement décédé, qui a été un homme qui m'a dit l'internat de Paris d'abord, l'internat d'abord. Monsieur Alain Carpentier, pour sa vision sur l'innovation, sur la complémentarité du public, du privé, de l'industrie avec le monde de la santé. Et puis mon maître absolu qui est monsieur Jean-Noël Fabiani, à qui je dois pas simplement le chirurgien que j'ai été, mais surtout la personne que je suis devenue. Donc j'en profite pour les remercier. Donc je vais vous parler de la recherche. On va essayer de faire vite. Quand même vous dire, bien évidemment, et je pense que c'est un peu ce qui va émailler tout le propos, c'est la complémentarité. Pas la rupture, pas la bataille, mais la complémentarité entre l'activité de ce qui est fait dans le public, de ce qui est fait dans le privé, et que l'activité de recherche, elle en est un élément important. On ne va pas faire en privé de la recherche transstationnelle, on ne va pas faire de la recherche fondamentale. Par contre, on a un rôle sûrement à jouer, de manière certaine, sur la recherche clinique, et sur de la recherche en santé publique, donc de par nos positionnements. Donc je pense que c'est ça qui va donner tout le propos, c'est l'importance de cette complémentarité. En termes de subventions mairie, oui, le privé, ça ne représente pas énormément de subventions mairie liées aux publications. C'est 1,9% des subventions mairie. On voit qu'on est essentiellement sur bien entendu du SIGAPS, très peu d'enseignement, hein, je rappelle que les mairies d'enseignement font partie des mairies, et puis du SIGREC, avec ce qu'on voit, hein, c'est que maintenant, on commence à se stabiliser, mais il y a de plus en plus de structures qui se sont développées pour pouvoir recevoir ces subventions mairies. Donc 2%, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Si on regarde le groupe LSA, alors là, j'ai entendu les groupes, j'aurais quelques mots à dire sur ça, hein, sur le rôle du public. Hein. Vous voyez qu'on a une empreinte, on a 140 établissements, on a une empreinte territoriale sur toutes les régions. Et quand je dis toutes les régions, je dis vraiment toutes les régions, c'est-à-dire que c'est quand on est à Agen, par exemple, on fait effectivement du service public, on fait la PDSES pour l'hôpital. Donc oui, il y a un rôle du privé aussi en termes de service public. Il y a 50% de nos praticiens qui sont en secteur 1. Donc voilà, c'est pas. Il faut aussi se refaire une idée de ce qu'est le privé. Donc vraiment une empreinte territoriale majeure. Des 45 000 accouchements, j'ai mis 30 services d'urgence, il y a même un SMUR privé. On a bien évidemment également des services comme de la chirurgie cardiaque, un établissement de chirurgie neurovasculaire. Donc il y a vraiment un panel d'activités qui va effectivement du MCO à l'HAD, au SMR, en passant aussi avec quelques établissements de psychiatrie, mais très très peu comparativement à d'autres groupes comme AMSEI par exemple. Alors comment ça s'organise la recherche et pourquoi on a voulu faire de la recherche?
de manière fondamentale parce que c'est consubstantiel à l'amélioration des pratiques. Et donc, on ne peut pas être un groupe privé qui représente 140 établissements, plus de 7000 praticiens, sans avoir une activité de recherche. Cette activité de recherche, elle a été mise sous l'égide de la direction médicale, qui est elle-même directement reliée au président exécutif. Donc, vraiment une volonté forte de faire de la recherche un axe d'excellence du groupe. Une organisation avec un conseil scientifique. Dans ce conseil scientifique, des PUPH, des anciens PUPH, des gens qui travaillent chez Essan, des gens qui ne travaillent pas chez Essan, une maître de conférence de sages-femmes. Donc, vraiment, quelque chose qui a été œcuménique avec des représentants des usagers. Et notre directrice de la recherche était l'ancienne directrice du CPP Île-de-France. Voilà une organisation avec un groupement sanitaire qui rassemble l'ensemble des établissements privés. Alors, notre stratégie en termes de recherche, elle est assez simple, c'est d'avoir une stratégie qui s'ancre dans la réalité territoriale. C'est à la fois effectivement une recherche de qualité nationale, internationale, mais vraiment que dans le territoire. C'est pour ça que nous avons maintenant 5 cellules de recherche qui sont organisées. On en aura 8 et à l'horizon 2027, on doit être à 17 cellules de recherche. Pour vous donner un exemple de comment s'organiser ces cellules de recherche, la cellule de recherche de Nouvelle-Aquitaine, c'est la première. Elle fédère un ensemble d'établissements avec une organisation, un directeur de la recherche que pour certains connaissent, les urologues en particulier, qui est Thierry Piéchaud, et qui maîtrise un peu de la robotique, et un rôle très important de la direction, du directeur de territoire, qui fait partie des gens qui impulsent la dynamique de recherche avec une arc coordinatrice. Donc, vraiment une organisation ancrée dans le territoire et des établissements qui vont participer à cette activité de recherche. Plusieurs moyens pour accompagner les praticiens. 2 campagnes d'appel à projet, on est un peu tous sur les mêmes modèles, 2 campagnes d'appel à projet qui vont permettre de financer ces projets, qui vont permettre d'accompagner, de donner du temps méthodologique, du temps d'analyse statistique. Des microfinancements pour donner le petit coup de pouce que vous connaissez bien, car que quand on arrive au moment de la publication et qu'il faut, par exemple, traduire ou le mettre en ligne, voilà, on donne ce petit coup de pouce. Bien évidemment, avoir accès à contenu bibliographique au travers de villes. Et puis, on a un IRB pour pouvoir faire les études rétrospectives. Donc, un environnement pour que, à la fois, les praticiens qui sont déjà publicateurs puissent poursuivre leur activité, et puis ceux qui ont une idée puissent être accompagnés à la hauteur de l'idée qu'ils ont. Et je pense que c'est ça, c'est important, ne pas oublier que la recherche, c'est avant tout une idée qu'on se pose. Et parfois, certains n'ont pas toute la méthode pour le faire, mais voilà, le GCS et la direction de la recherche est faite pour ça, pour les appuyer. Quelques chiffres comme ça, très rapidement. On a 851 praticiens qui ont publié. On a près de 2200 articles scientifiques qui ont été publiés depuis 2018 jusqu'en 2021. Donc, les cellules territoriales, 27 ARC qui sont répartis dans les territoires et qui sont au plus près des médecins. 352 essais cliniques, 127 qui sont dans le cadre de l'appel à projet, donc qui sont accompagnés par le groupe, et puis des projets, puisqu'on promeut aussi, on est aussi promoteur d'études de l'EGCS. Donc on voit une qualité, on a à peu près de 60% des publications qui sont de niveau A, B ou C, donc un niveau d'auteur de rang de publication qui est satisfaisant, mais bien entendu qu'on travaille pour améliorer. Donc, sur les 1857 publications qui ont été faites entre 2019 et 2021, on voit que, bien évidemment, l'activité d'oncologie vient en premier parce que l'activité de recherche est consubstantielle à l'activité d'oncologie et qu'après, on a l'orthopédie. Pourquoi? Parce qu'on a une activité d'orthopédie qui est très répandue sur la France. Donc, après, la chirurgie générale, la cardiologie interventionnelle, voilà. Donc, des activités, on ne choisit pas. Alors, on a bien entendu des axes, mais on aide les praticiens qui ont envie d'être aidés. On ne fait pas de choix en fonction des spécialités. En ce qui concerne l'activité de promotion interne, c'est-à-dire les études qu'on promeut avec le GCS,
on voit bien évidemment l'orthopédie. Hein, si on regarde, je vous avais mis cette carte pour vous montrer quelle était, on va dire, la part d'activité d'Elsan sur la prothèse de genou. Plus c'est foncé, plus la part est importante. Donc, on a plus de 50% quand c'est rouge. Donc, on voit qu'effectivement, l'orthopédie, en particulier, par exemple, la prothèse de genou, c'est une activité qui est très développée. Mais alors, juste un exemple, j'ai pris cet exemple de l'étude EMUPRO, c'est une étude multicentrique, il y a 27 établissements qui sont impliqués dedans, c'est une comparaison de la chirurgie robotique, de la cœlioscopie, de la chirurgie à ciel ouvert dans la chirurgie de la prostatectomie radicale. Donc, on doit inclure 2000 patients, on est à plus de 1300 patients inclus, ça sera une très belle étude avec une ancillaire médico-économique et on espère montrer si le robot fait mieux ou pas. Voilà. Bien évidemment, on a une activité de promotion externe qui est à la fois aussi portée par l'industrie. Bien évidemment, je vous l'ai dit, sur l'oncologie et la radiothérapie, puis en deuxième sur la cardiologie interventionnelle, donc des activités de promotion externe. Voilà, on a l'étude Serena 6 qui est promue par exemple par AstraZeneca, mais c'est juste pour donner un exemple. Et je voulais finir par quelle est la place de la recherche clinique privée, d'essayer de prendre un petit peu de recul. 2,22% du PIB est dévolu à la recherche et à l'innovation en France. Vous allez me dire 2,22%, c'est bien. Bon, c'est pas, voilà, qu'est-ce que ça représente? Mais est-ce que c'est bien par rapport aux autres? En fait, dans la convention de la conférence de Lisbonne, un pays devrait à peu près investir 3% de son PIB dans la recherche. Et quand je dis l'investir, c'est aussi que le produit de la recherche doit revenir à la recherche, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que l'activité qui est générée, vous le savez, pour ceux qui ont une activité de recherche dans leurs établissements publics, l'activité de recherche, l'opacité sur le retour de l'activité de recherche, elle est là. Donc, oui, 2,22, c'est bien, mais c'est par rapport à l'Allemagne, on est loin de l'Allemagne et puis on est loin de l'objectif de Lisbonne. Mais on prend aussi du retard parce qu'en termes d'équipement, en termes de recherche, on prend du retard. Donc c'est un point important, on n'est pas en avance. Est-ce qu'en termes de publication, comment on se positionne? La France a fait la plus grosse chute en termes de publication scientifique derrière, entre 2005 et 2018, la plus grosse première chute étant le Japon. Alors vous allez me dire, oui, bon, on publie un peu des articles de meilleure qualité, mais statistiquement, on en publie moins que les autres. Et donc, c'est là que je pense qu'on a un vrai enjeu si on veut garder une certaine forme de souveraineté française. Et cette souveraineté, elle passe aussi par permettre au privé d'avoir une action et d'être en légitime sur les publications. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu qui n'est pas un enjeu juste, voilà, qui est vraiment un enjeu de souveraineté française, de permettre d'avoir un niveau de publication qui augmente et qui reprend sa place mondiale. Pourquoi? Lamine vous l'a dit, la recherche clinique, ça se fait sur les patients. Les patients, il y en a qui sont de manière assez significative dans un établissement privé. Donc, il y a une recherche privée complémentaire du public, en appui aussi du public, qui peut se faire, mais qui, à mon sens, doit se faire. Et donc, c'est sur ce message que je voudrais finir, c'est que on part toujours du privé, voilà, mais il y a cette action, qui est cette action de recherche, avec des cohortes. Elsan, on vient d'être validé pour notre entrepôt de données en santé, donc des cohortes qui vont être accessibles pour les praticiens, qu'ils soient du public, du privé. Donc oui, il y a un rôle, et il y a un rôle que peut jouer le privé en complémentarité du public pour garder la souveraineté de la France, en tout cas sur la publication scientifique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Il y a juste, si vous voulez, il y a une revue de la recherche qui a été publiée par mes équipes. Vous pouvez télécharger le QR code. Donc voilà, c'est juste pour mettre en valeur les hommes, les femmes qui au quotidien travaillent et ont envie de faire avancer les pratiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour le moment. Merci. C'est bien, c'est ouvert à la discussion. Avant les questions, merci Myriam pour cette présentation. On parlait tout à l'heure là des inconvénients des groupes. Oui, ils existent, on les connaît.
Moi, pour avoir fait toute mon activité dans une grosse clinique, mais indépendante, seule, avec 1 ou 2 associés, j'ai toujours regretté de ne jamais avoir accès à la recherche clinique. Et force est de constater que les groupes offrent souvent cette possibilité. Merci. Hubert Jeunet, vous voulez la parole. Le micro, s'il vous plaît. Oui, félicitations pour votre communication et puis surtout pour les résultats déjà obtenus. Je voulais vous poser 2 questions. La première, c'est les médecins donc, génèrent des données médicales. Vous récupérez des points SIGAPS et des mairies. Quelle est votre politique de motivation des médecins? Est-ce qu'elle est financière? Est-ce qu'elle est d'un autre ordre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est vous générez des datas, l'établissement génère des datas, les médecins de leur côté génèrent aussi des datas, mais il semble qu'il y ait certaines difficultés pour que les uns puissent mélanger leurs datas avec les autres. Or, il y a des enjeux là majeurs, surtout qu'on est dans la vie réelle, on n'est pas dans l'étude prospective contrôlée systématique, hein, c'est la vie réelle. Donc, c'était ma deuxième question, c'est comment pensez-vous faire? Alors, la première question, bon, on n'est pas plus malin que les autres. Hein. Donc, 1/3 de la publication des points générés revient aux praticiens. C'est une citation. Moi, j'ai été étonnée parce qu'en fait, il a fallu beaucoup insister pour qu'ils les récupèrent. Ouais, il avait fallu faire 3-4 campagnes et laisser le truc ouvert pendant 2 ans, 3 ans pour qu'ils les récupèrent. Maintenant, quand même c'est mieux. Le deuxième tiers est utilisé pour alimenter la campagne d'appel à projet. Et le troisième tiers, il paye une partie du personnel. Et l'autre, ce qui reste, permet d'avoir notre activité de promotion. C'est-à-dire que pour que le GCS, le groupe soit lui-même promoteur d'études. Donc, c'est comme ça que c'est réparti. Donc, l'important, c'est qu'effectivement, les praticiens aient un retour, que l'argent qui est généré puisse retourner vraiment à la recherche sous forme d'aide aux praticiens, et puis aussi qu'on ait la capacité de nous-mêmes être promoteurs d'études. Est-ce qu'une partie de cet argent ne pourrait pas retourner sur des investissements tels qu'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Rosenbaum pour des matériels qui paraissent difficiles d'accès d'un point de vue financier, en regroupant ces sommes obtenues, ces points obtenus qui se transforment en espèces sonnantes et trébuchantes pour des réinvestissements sur du matériel? Alors, je vais vous donner un exemple. On a mis le premier robot Mazor sur l'implantation des vis pédiculées du rachis à Bordeaux. Ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui est financièrement compliqué à faire vivre. Hein. Donc, il y a une partie qui a été générée. Il y a une étude scientifique avec un protocole scientifique qui a été généré. Ça permet de générer du CIR, du crédit d'impôt recherche. Et cette étude donc permet de générer du crédit d'impôt recherche et de tamponner une partie des investissements qui ont été faits sur ce robot. Donc, c'est notre façon à nous d'investir au travers d'études, de générer du CIR et d'investir pour pouvoir mettre en place comme ça des innovations qui sont compliquées à faire vivre. Est-ce que je peux me permettre une suggestion? Un des reflets importants de l'activité de recherche, c'est des brevets. Et est-ce que vous avez mesuré le dépôt de brevets à partir de votre activité? C'est une très bonne question. Je vous remercie. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mise, mais c'est vrai que la France est en retard en termes de dépôt de brevets. Et donc, je vais le dire de manière tout à fait transparente et honnête, on n'est pas à ce niveau de maturité, en tout cas, mais on est vraiment ouvert à ça. Sur un autre aspect, est-ce que, par exemple, vous avez des chiffres sur les embauches d'ARC qui aident, vous le savez, à cette activité de recherche? Est-ce que vous arrivez à regrouper ces activités au sein des différents établissements pour couvrir plusieurs spécialités, par exemple? C'est vraiment notre politique, c'est vraiment d'avoir une organisation territoriale. Et c'est dans cette cellule territoriale, il y a de l'ARC, il y a des ARC, des volus. Il y a eu un très gros travail qui a été fait auprès des directeurs d'établissement pour qu'ils comprennent l'intérêt, parce que c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi c'est l'évangélisation sur l'intérêt d'avoir une activité de recherche au sein de leur établissement. C'est un levier managérial, c'est aussi un levier managérial et de discussion avec les praticiens qui est un peu à un niveau qui est différent de juste de parler d'activité.
Donc oui, il y a par territoire des arcs. Les arcs, sans arcs, c'est très difficile d'avoir. J'ai pu le mesurer récemment. Alors, nous avons une intervention de François Richard. Tu nous entends? Oui, je vous remercie beaucoup. Je voulais féliciter Myriam Lecomte pour la clarté de son exposé. Il est lui demander, maintenant, dans le cadre des autorisations en chirurgie, elles vont être à un degré qui n'est pas encore tout à fait précisé, mais liées au remplissage de registres prospectifs d'activité. Comment, dans le secteur privé, vous comptez vous organiser et motiver les chirurgiens pour que, sur des thèmes qui sont définis par les conseils nationaux professionnels des différentes spécialités, des registres prospectifs soient remplis dans le secteur privé, puisque c'est obligatoire aussi bien pour le public et pour le privé. Et donc, compte tenu de l'organisation que vous avez, est-ce que vous avez déjà envisagé ce sujet? Oui, de toute façon, de manière assez simple, l'exhaustivité des réponses registres, elle est capitale. Et si on veut être légitime en tant que groupe privé, il faut qu'on puisse s'assurer que ces registres, on y répond. Donc, on aidera les praticiens à y répondre, ça c'est une certitude. C'est une véritable acculturation qui doit toucher toutes les disciplines, et en parallèle, ça sert évidemment à la recherche observationnelle. Avec le registre TAVIR. Dernière question de Jean-Claude Coffinal. Oui, pour Myriam, oui, félicitations, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, tous les grands groupes, pour avoir une visibilité et non seulement et continuer, je pense qu'il y a deux choses qui sont absolument essentielles. C'est une, vous avez pris déjà ce démarrage dont tu parles, c'est la recherche, mais il y a aussi la formation qui est un point qui est excessivement important. Ce que je voulais dire, il y a beaucoup de choses sur les registres, mais François Richard l'a dit et Hubert Joannet aussi. Moi, j'ai une autre question. Quand on regarde ce paysage, effectivement, c'est une course qui est partie à travers la France. Et je veux dire, je pense à l'INCa, je pense aux ESPIC qui se sont regroupés aussi pour faire de la recherche. Et je veux dire, c'est des moyens centralisés excessivement importants avec des entrepôts de données, une gestion, etc. Voilà, je veux dire on a l'impression qu'il y a une montée en puissance qui semble nécessaire au niveau, et je veux dire, donner une part à la recherche territoriale, comme tu nous le dis, c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait un cœur qui soit véritablement un cœur technologique excessivement important, parce que sinon, ça fera des publications, mais je veux dire, voilà, il faut être dans la bagarre, et dans la bagarre, ça se passe à un niveau actuellement très élevé. Hein. Merci. Quand je parlais de la coopération, c'est là que c'est intéressant. On a notre entrepôt de données de santé numérique a été accepté. Les praticiens ont souhaité, il y a un certain nombre de praticiens qui ont souhaité se mettre dans l'entrepôt de données parce qu'avec toutes les règles que vous connaissez bien de RGPD, tout ça, quand je dis collaborer, c'est vraiment collaborer. C'est-à-dire que quand on travaille avec l'INCa, la façon dont on travaille, la façon de structurer nos données, on les travaille avec l'INCa pour qu'effectivement, ces données elles soient exploitables par tous. Donc, il y a cette notion très importante de ne pas travailler en silo et de travailler avec les autres acteurs pour qu'effectivement, arriver à l'objectif qui est final, c'est que nationalement, on soit plus fort. Voilà. Merci. Eh bien, merci Myriam.